Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la ligne de commande en Java. Donc je me présente, je m'appelle Martin Magakian et vous trouverez plus d'informations sur cet article sur le blog de doduck.com. Très bien, alors qu'est-ce que la ligne de commande et à quoi ça sert finalement? Alors la ligne de commande, c'est simplement ça, voilà, cette console dans laquelle on peut lancer des commandes. Vous connaissez sûrement, voilà, ls, qui permet de lister les dossiers et les fichiers dans mon répertoire courant. Sous Windows, on le retrouve ici. Alors ls n'existe pas, il faut taper dir. Voilà. Alors dir, même idée, à peu près similaire. On se retrouve en train de lister les dossiers et les fichiers de notre répertoire courant. Très bien. Alors, pourquoi la ligne de commande? Alors, il arrive des fois où en fait on n'a pas besoin d'interface graphique, on est en train de développer un utilitaire pour un développeur ou même simplement utiliser notre soft pour débugger. Alors, d'ailleurs, pour débugger, c'est assez sympa d'utiliser la ligne de commande parce que directement, quand on fait une erreur, on se retrouve avec la stack trace de Java dans la console et on peut comprendre assez facilement ce qui se passe. Alors, c'est pas aussi puissant que débugger correctement avec le debugger Eclipse, mais c'est déjà ça, du moins quand on passe un peu en production. Alors aussi, ce que je mets entre guillemets, la ligne de commande est plus puissante que l'IHM. Alors, puissante, j'entends pas le fait qu'on n'utilise pas moins de ressources graphiques, c'est-à-dire moins de RAM et un peu moins de CPU. Autant c'est vrai, hein, mais ce que j'entends, c'est plutôt que l'IHM, finalement, dans un souci d'ergonomie, n'implémente pas toutes les possibilités des logiciels. Par exemple, alors on peut aller voir le manuel du source control Git, voilà, qui a à peu près une trentaine de commandes haut niveau, et dans chacune de ces commandes, par exemple le git add, on a environ une quinzaine d'options. Donc imaginons une IHM entre 15 et 30 tabs d'options, et dans chacune de ces tabs, une quinzaine de fonctionnalités. C'est très moche, très moche d'un point de vue ergonomique, et du coup ça aide absolument pas l'utilisateur. Voilà. Et un autre point de la ligne de commande, c'est que finalement quand on prend l'habitude, on tape la ligne de commande, on n'a pas besoin d'aller cliquer, d'aller chercher, ça va plus vite. Du moins pour les lignes de commande que j'utilise régulièrement. Alors, quelquefois, c'est juste obligatoire de travailler en ligne de commande. C'est le cas quand on est sur un serveur Linux sans ligne de commande, et la plupart des serveurs tournent sous Linux et utilisent principalement la ligne de commande. Enfin, du moins, les développeurs utilisent la ligne de commande pour interagir à distance avec le serveur Linux. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On va créer un projet Eclipse. Alors c'est parti. Oups. Voilà, qu'on appellera test. Dans une classe test, qui sera dans le package comme test. Voilà. Alors, voilà, Hello World. Alors, on peut lancer ce programme en Java. On apprendra à le lancer depuis la ligne de commande un peu plus tard. Là, Java application. Voilà, et je me retrouve dans ma console. Donc on verra un peu plus tard ce que je disais, comment le lancer directement d'ici.
dans un premier temps, on va rester sur Eclipse. Alors voilà, je me retrouve dans ma console avec Hello World. Ce qui se passe, donc alors, pourquoi déjà on rentre ici? C'est simplement, c'est une convention, c'est le point d'entrée là de mon application, et je demande explicitement à lancer cette classe qui ira chercher ce point d'entrée. Voilà, Hello World. Quand je lance une ligne de commande, par exemple ls-la, pardon, le paramètre -la va être envoyé au programme ls. Donc dans mon cas, je vais me retrouver avec un paramètre ici, sous forme de string, du moins un tableau de string, dans lequel je reçois les arguments. Donc imaginons que j'envoie cette ligne de commande à mon programme, je me retrouverai avec un tableau de string avec une seule entrée, et cette entrée sera -la. On peut faire l'exemple, param numéro 1 sera on va récupérer notre première entrée. Alors si je lance le programme comme ça, il va planter, parce qu'il me dit que, bah non, dans arg, il n'a pas d'argument, et l'objet à index 0, le premier, n'existe pas. Donc pour passer un argument depuis Eclipse directement, il faut créer une run configuration. Voilà. Voilà, test. Donc dans mon projet de test, on ira taper directement la classe test. On verra l'argument, on va garder le même, et là. Et donc là, on se retrouve bien avec un paramètre qui est envoyé LA. Exactement de la même façon, si j'avais tapé mon programme LA. La string LA est envoyée. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va explorer ici? C'est comment parser cette ligne de commande d'une façon un peu plus agile. Dans l'exemple où on veut envoyer des int, des strings, des dates, des floats, on veut, par exemple, si on veut envoyer un email depuis la ligne de commande, il faut non seulement qu'on ait l'email, mais qu'on ait aussi le login et le mot de passe dans la ligne de commande pour pouvoir se connecter et envoyer l'email. Il nous faut un body, il nous faut un sujet, notre email, etc. Donc tout ça, en fait, on va essayer de le manager d'une façon un peu agile. Alors là, donc finalement, en fait, la ligne de commande, c'est simplement réussir à parser cet argument, enfin ce tableau de string correctement. Alors pour ça, on va explorer en fait plusieurs API. Donc j'ai publié sur GitHub à cette adresse CLI Java Prototype, et dans lequel on teste en fait plusieurs librairies, dont une qui s'appelle Common CLI, une autre JOpSimple, JCommando, JCommander, Clerj, Clerch en fait, bref. Voilà, donc vous trouverez un peu ce que je suis en train d'expliquer là en vidéo. Alors, ce projet, il se présente comme ça. Voilà, donc il est ici. On a plusieurs sous-projets. Voilà, tous ces sous-projets, tous ces API, tous ces librairies qu'on va explorer. Alors, pour créer les sources, enfin pour pouvoir importer dans Eclipse,
On utilise Maven. Maven qui va nous permettre de créer le projet Eclipse, il va nous permettre de faire deux, trois utilitaires. Alors, par exemple, bon exemple, Maven s'utilise en ligne de commande. Alors, si je vais dans Vox, dans Open Source, voilà. Alors, pour générer mes projets Eclipse, j'utilise Maven Eclipse. Voilà, qui est en train de générer mes projets. Très bien. Et maintenant, je peux les importer directement dans Eclipse. Voilà, parfait. Ok, donc on va commencer par Command CLI, qui est une librairie d'Apache. Alors, voilà, même idée, hein, j'ai le main. Et à nouveau, le but, c'est de parser correctement, enfin d'une manière agile et utile, ce tableau de string. Donc là, dans mon cas, je suis en train de définir des options pour la ligne de commande. On va voir myCMD ou myCommand, qui sera un paramètre. On aura hello W majuscule ou hello world. Alors on a un peu les informations à côté. Très bien. Donc finalement là, si j'appelle avec ce paramètre-là, a priori on devrait lancer la fonction myCommand. On va voir comment ça se passe plus tard. Voilà. Une fois que ça c'est défini, finalement je délègue ça à la classe org.apache.common.cli.basicparser qui fait un parse là-dessus. Une fois que c'est fait, je me retrouve avec un objet command line. Cet objet command line me donne des informations sur ce que je dois faire et comment les faire. Donc par exemple, voilà line.asOption myCommand. Est-ce que j'ai l'option myCommand? Alors, on va lancer ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est à nouveau créer une run configuration. Command CLI, très bien. myCommand. Ok. C'est parti. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'il est en train de, une fois que le parsing a été fait, si je demande est-ce que j'ai l'option myCommand, il me répond bah oui, forcément. Et du coup, là, je lance myCommand qui fait juste un myCommand just get call. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai l'option hello world? Bah là, dans mon cas, non, je l'avais pas. Alors on va le rajouter. Oups. Alors on a hello world. Ok. Et ce qu'on fait, on lui demande sa valeur en fait. Donc hello world, par exemple, on va l'écrire 3 fois. Du moins c'est ce qui va se passer. Ok, 3. Ah. Voilà. Alors pourquoi il n'a pas pris hello world? Alors on me dit que c'est l'option longue. Alors je crois que c'est parce que j'aurais dû faire quelque chose comme
ça. Voilà. Ok, même idée. Alors voilà, donc là, on lui a passé l'option Hello World. Donc on peut écrire sous la forme "-hello w" ou sous la forme "-hello world". Là, j'ai utilisé, dans le deuxième cas, "-hello world". Ensuite, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait bien cette option, on va lancer le Hello World X fois, donc par rapport aux paramètres qu'on vient de spécifier. Get option value, on a un nombre de fois où on répète. Alors, on travaille uniquement avec des strings, qui est un petit peu problématique avec Common CLI. Alors, c'est pour ça que je suis pas très fan de cette librairie, mais c'est la plus utilisée, et la plupart du temps, elle va très bien pour ce qu'on veut faire. Enfin, pour la plupart des cas, moi, ça me va la plupart du temps. Ensuite, donc, je vais devoir faire à la main cette conversion de string en int. Et en fonction de ce nombre qu'on m'a spécifié, je vais répéter Hello World, Hello World, Hello World 3 fois. Voilà, donc c'était une première approche. On a d'autres librairies. On va voir GeoPsimple, par exemple. Voilà, qui nous permet en fait qui est un peu plus sympa sur les possibilités que Common CLI, qui va nous permettre d'imbriquer finalement des lignes de commande. Par exemple, là alors je me rappelle plus exactement, voilà, pour envoyer sur un FTP, enfin, si je spécifie un user, ça veut dire qu'il faut, enfin, si je spécifie le paramètre user, ça veut dire qu'il me faut le paramètre FTP. Et même idée, donc ça c'est défini ici. Même idée, si je donne le paramètre pass, non, pardon, je reprends. Si je spécifie le paramètre FTP, ça veut dire que il me faut le user. Si je spécifie le paramètre FTP, ça veut dire que j'oblige l'utilisateur à spécifier le paramètre pass. Ok. Ensuite, suite à ça, si j'ai l'option, alors ça c'est, oui c'est autre chose, c'est, je reviendrai un petit peu après. Donc voilà, on va passer là-dessus. Je me retrouve avec, est-ce que j'ai le paramètre FTP? J'espère que oui. Dans ce cas-là, je suis sûr, donc, parce que je l'ai spécifié, j'ai demandé à la librairie GeoPsimple d'obliger l'utilisateur à renseigner le user et le pass. Donc j'ai un user et un pass. Voilà, je récupère leurs valeurs et je les affiche. Donc on va lancer ça rapidement. Ça... Je pas ce projet. Voilà, donc je spécifie FTP. Et si je spécifie FTP, je suis obligé de renseigner un user, moi, et un pass, my password. Ok, comment ça? Voilà. User moi, my password. Donc on est bien arrivé ici. Dans le cas où j'aurais oublié un argument, par exemple pass, voilà ce que j'aurais eu. Alors on me dit qu'il manque l'option, le paramètre pass. Très bien. Je disais que, donc j'étais en train de dire qu'on reviendrait là-dessus rapidement. Ça c'est des noms, en fait c'est assez sympa. C'est des noms simplifiés, des paramètres simplifiés. Donc on peut définir des fois des lignes de commande simplement une ligne comme ça. Donc là on va dire qu'on a le paramètre F éventuellement, donc qui est pas obligatoire. On a le paramètre C qui est obligatoire. Du moins
c'est obligatoire de lui renseigner une valeur s'il est spécifié. On a le paramètre Q, qui est obligatoire de renseigner s'il est spécifié et qui sera une liste. Donc alors, est-ce que... Non, je ne dis pas liste, mais bon, je peux faire un exemple rapidement. Alors là, c'est F. Voilà, F existe et là, sa valeur est nulle. Forcément, j'ai le droit d'écrire comme ça. J'aurais, si j'avais renseigné le paramètre C, par exemple, voilà, cette façon d'écrire, en fait, le deux points va me dire, bah oui, mais il faut une valeur. Donc, si je l'avais lancé, paf, on m'aurait dit, l'option C requiert un argument. OK. Voilà, C a été lancé avec l'argument OK. Et Q, ça aurait été la même idée que C, mais avec une liste d'arguments qui serait présentée sous la forme comme ça. J'aurais pu créer une liste de Q. Voilà, j'aurais écrit param 1, param 2, param 3. Voilà, donc je vais me retrouver dans mon objet Q. Si je prends option.value of Q, je me retrouverai avec un objet liste, une liste de string dans lequel je pourrais itérer, je pourrais, je sais pas, copier une liste de fichiers d'un endroit à un autre, etc. Ok, donc on va continuer avec une autre librairie. On va utiliser jcommando. Alors, cette librairie, elle va nous permettre en fait de construire des lignes de commande à condition. C'est-à-dire des lignes de commande conditionnelles. Si on spécifie un argument, alors il nous faut un autre, il nous faut un autre. Si on en a un parmi ceux-là, il nous faudra alors spécifier d'autres arguments. Par exemple, alors on va regarder, on va reprendre l'exemple que j'ai fait sur le GitHub. Si, alors je vais ouvrir ça. Alors voilà, toutes ces conditions, elles se font en XML à la base. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est la façon de faire. Donc par exemple là dans notre cas, on veut envoyer un fichier par email. Donc si on spécifie le fait qu'on veuille envoyer un fichier par email, on demande donc à spécifier le SMTP. On spécifie donc le login, le password, etc. Donc, dans un cas, on peut, depuis notre ligne de commande, envoyer par email, mais on peut aussi envoyer par FTP. Voilà. Donc, dans le cas où on veut envoyer par FTP, on renseigne si on envoie par FTP ou SFTP en secure. Alors, soit on fait l'un, soit on fait l'autre. On ne peut pas renseigner les deux en même temps. Donc voilà, on se retrouve finalement avec des conditions. On lance une commande, et dans cette commande, on a des sous-commandes, et chacune de ces sous-commandes peuvent ou pas avoir des conditions aussi. Donc voilà, ce qu'on définit, c'est que, donc voilà, on commence par avoir dans notre panel de lignes de commande la possibilité AND. Donc voilà, on peut spécifier un niveau de débugage, voilà, qui est un long. Donc ça va être possible pour toutes nos lignes de commande, voilà. Ensuite, là-dedans, on a un XOR. Donc ça va être soit soit une possibilité, soit une autre. Dans ce XOR, on se rend compte qu'on a deux AND. Donc finalement, dans le XOR, on aura deux possibilités. Soit ici, soit là. Donc ma ligne de commande va se constituer de debug level, ici. Et ensuite, on pourra spécifier un send email, un SMTP, un login, un password. Ou, donc je dis ou exclusif ici, on aurait l'option send FTP, d'accord, dans lequel on pourrait spécifier un XOR encore,
Donc on pourrait spécifier le fait qu'on envoie par FTP en SFTP, ici, ou en FTP. Mais c'est à nouveau, c'est un XOR, donc c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas spécifier les deux paramètres. Et donc la librairie va nous protéger contre toutes ces possibilités finalement. Et ensuite, on a un host, un login, un password pour envoyer le fichier par FTP. Ou SFTP. Voilà, donc on arrive en fait à imbriquer des conditions et une fois que ça c'est fait, c'est designé, on n'a pas besoin d'écrire toute la logique qui va nous protéger des entrées utilisateurs et on saura en fait que par exemple si on est en send FTP, on aura l'option FTP ou SFTP. On aura aussi host. On ne va pas se retrouver avec un mélange des deux, etc. On arrive à se protéger des entrées utilisateurs. Tout en créant des schémas de ligne de commande complexes. Alors voilà, une fois qu'on a défini notre XML, il faut générer depuis ce XML la classe Java qui va créer le comportement désiré. Donc, alors au final, on se rend compte que tout tient dans un build. Donc, build, c'est utilisé par Ant, qui est encore une ligne de commande. Donc, comme quoi, on utilise toujours la ligne de commande en tant que développeur. Donc voilà, on est en train de définir comme quoi on ira créer, enfin du moins générer cette classe depuis cli.xml, donc qui est ce fichier-là, et qu'on ira déposer cette classe générée dans com, doduck, prototype, jcommando. Alors, pour ça c'est int, et la commande, donc c'est sur le GitHub, c'est int gen.cli. Très bien. Ah non, pas très bien. Build. Ah, je suis pas dans le bon dossier. Jcommando. Voilà. Int. On lance la commande int avec, prends cet exemple, hein, on voit, on lance la commande int avec le paramètre gen.cli. Donc, je sais pas ce que utilise int, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Build successful. Et on se retrouve avec package.com, doduck, prototype, jcommando. Donc on peut aller jeter un œil à cette classe qui est dans src main Java. Java comme doduck, prototype, jcommando, et on a cli Java. Voilà, this is a generate file, do not edit. Très bien. Et donc là, on a toute notre logique qui est traduite en code. Voilà. Suite à ça, il nous suffit... Voilà, on a bien notre classe ici. Il nous suffit de dériver de cette classe abstraite. Voilà, donc on va faire myCli. Voilà, et il nous suffit donc d'implémenter toutes les fonctions abstraites. Donc set, send, ftp. Donc là, je vais. Alors c'est un peu laborieux, mais voilà, il faut écrire à la main. Send, set, send, ftp. Je suis obligé de faire isSend by ftp true, etc. Je suis obligé du coup de catcher tous ces événements et puis de les enregistrer dans mon objet. Et ensuite, j'ai la fonction doExecute. Donc là, cette fonction, c'est la fonction principale qui est lancée une fois que tous les champs sont enseignés, tous les arguments tout ce tableau de string qu'on a vu au début là, tout ce tableau de string a été envoyé à ma classe myCli. J'envoie, du moins, jcommando lance la fonction doExecute. C'est à moi, en fonction des getters et des setters, de spécifier ce que je dois faire. Alors, quel type de protocole j'ai? Alors, ce qui est sympa, c'est que je sais que soit j'ai l'un, soit j'ai l'autre. Ça m'aide. Voilà. Dans le cas où j'ai un isSend by FTP, d'accord, je sais que je ne suis pas en train de faire des envois par email, très bien. Je peux récupérer le protocole qui a été seté.
Je sais que j'ai un host, forcément, je sais que j'ai un login, je sais que j'ai un password. Si ce n'était pas renseigné, de toute façon, j'aurais une erreur et donc je ne serais pas arrivé ici. Ce qui veut dire que j'ai pas forcément à faire toute la logique de, de vérifier ce que l'utilisateur a entré. Donc on va lancer ça. Euh, alors c'est le main. Donc voilà le main. Tripoint, c'est assez simple, hein. Je crée un objet MyCLI, voilà, qui implémente tout ce qui est parsing, puisqu'elle dérive de ma classe générée. Et cette fameuse classe générée, elle dérive elle-même du parseur, pas de souci. Et ensuite, je lui dis parse. Et une fois que le parse est fini, on exécute bien do exécute, ici. Et c'est moi qui prends la main ici. Très bien. Alors, on va lancer ça. Je ne sais même pas ce que je veux faire. J'ai commando main. Voilà, alors j'ai déjà une ligne. Alors D, qu'est-ce que D? C'est mon debug level. Donc, si on regarde la définition de debug level, son nom long debug level, son nom court, c'est D. Pour ça, D, comme debug level, je lui mets un niveau 3. Je lui dis qu'il va falloir envoyer par email. Je lui dis que son FTP, son SMTP sera smtp.myserve.com. Mon login sera mylogin, my password, mypassword. Ok, je lance ça. Alors voilà ce qu'on se retrouve. Sonify by email, SMTP, login, machin. Très bien, et c'est bien. Voilà. Alors, je vais vérifier ce que je racontais. Si il me manque my password, voilà, je me retrouve avec incompatible option specified. Alors, ça, c'est un point négatif de Gcommando. J'adore cette librairie. Je la trouve remarquable. Elle a quelques lacunes. L'utilisation de Hunt, je suis pas spécialement fan. Maven a quand même pris le dessus. Bon, pas pour tous les projets, pas pour tous les cas encore. Mais c'est ce message d'erreur, moi, que j'aime pas spécialement. Enfin, j'aurais aimé savoir pourquoi ma ligne de commande elle passe pas et qu'est-ce qui manque, quoi. Donc voilà, on n'a pas ça, c'est un peu dommage. Très bien, voilà, donc c'était pour Gcommando. La suite, on a Gcommander. On va aller un peu plus vite maintenant, hein. On a le principe. Gcommander qui est un peu plus simple, qui est très élégant aussi. Tout se passe par annotation. Voilà. Pour le debug, voilà, c'est une option, voilà, le nom du paramètre. Très bien. Donc là, c'est quoi? C'est aussi, on a un SRV, un file, un debug level. Non, un debug ou pas, en fait, c'est un booléen, on a un file, etc. Bon, très bien. On va lancer ça. On va voir un petit peu l'implémentation. Voilà, donc je récupère mon objet. Voilà, on voit qu'il dérive de rien, c'est juste vraiment, ça travaille que en annotation, donc ça garde vraiment le code propre. C'est assez sympa. Donc dans mon main, qu'est-ce que je fais? Je crée donc cette fameuse classe qui a les annotations qui vont bien, et je lance le Gcommander parser. Voilà, et ensuite je peux récupérer directement mes informations là-dedans. Donc c'est assez sympa, ça garde le code bien propre, j'aime beaucoup. On peut aller plus loin, aller toujours regarder la documentation, on peut spécifier donc dans les paramètres des booléens, des ints. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de tête? On peut définir ses propres types. Par exemple date, on peut définir un objet, même une représentation en string d'un objet qui nous est propre. On aurait très bien pu créer, je sais pas, un objet, email qui aurait un body et un subject et l'envoyer sous forme de string depuis la ligne de commande, donc en respectant une espèce de nomenclature qui nous serait propre,
et ensuite l'injecter dans un objet. C'est très bien. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Natural CLI. Ah oui, j'aime beaucoup ça aussi. Alors là, l'idée, c'est un peu. Alors je sais pas si, enfin, vous managez des par exemple Apache en ligne de commande. On a un script qui est, alors je sais plus exactement comment, Apache stop, quelque chose comme ça. Alors je vais aller vérifier vite fait. Non. Voilà, Apache 2 restart, ça, oui, c'est pas vraiment un bon exemple en fait. Donc, l'idée de Natural CLI, c'est de présenter la ligne de commande d'une nouvelle façon, une façon en fait qui va permettre de se rappeler rapidement des lignes de commande. C'est vraiment du texte, quoi. On est en train de parler. Donc par exemple, là on va prendre cet exemple-là. Voilà, ma ligne de commande, ça va être ça. Ça va être par exemple mon soft, mon programme. Voilà. Et c'est ici, donc c'est vraiment, sendFile, ici on veut un string, to un autre string, notify user un autre string, etc. Alors, ça nous ferait un truc comme ça. J'ai mon programme, puis la ligne de commande, j'envoie le fichier slash etc slash password, peut-être pas une bonne idée, mais bon. On veut l'envoyer sur le serveur ftp myserver. Ensuite, je veux notifier l'utilisateur martin@martin.com avec le message. Voilà ton fichier sur le FTP. Tac, et j'aurais pu envoyer ça comme ça. Donc ça permet vraiment de faire des interfaces, des lignes de commande qui parlent, quoi, qui parlent à l'utilisateur, qui sera facile à se souvenir. Donc c'est pas utile pour tous les cas encore, hein, il y a du apprendre à laisser. Voilà, alors comment ça marche? On définit la commande. On fait un set de commandes, donc on aurait pu avoir plusieurs commandes. Et on exécute. Donc une fois que c'est exécuté, donc on a le commande qui est ici. Tac, 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 tac. Voilà. Donc on remonte ici et ensuite on lance un iCommand exécuteur qui exécute, voilà, tac, et on se retrouve, on peut récupérer donc le fichier, le serveur, username, etc. Donc d'un point de vue de la ligne de commande, voilà ce que je racontais tout à l'heure. Est-ce que j'en ai une toute faite? Non. Je vais la faire rapidement du coup. Oups. Alors ça, je suis pas obligé. C'est si j'ai des espaces ou des caractères spéciaux. Je veux notifier martin@martin.com avec le message. Voilà ton fichier. Alors la raison pour laquelle je mets entre côtes, c'est que vu qu'il y a des espaces dans ma chaîne de caractères, ce serait comptabilisé comme des nouveaux paramètres.
C'est pas ce que je veux faire. Donc, le fait de le mettre entre codes va le garder, cette string, en tant qu'une string, et non pas en tant que voilà ton fichier, étant 3 strings différentes. Je regarde qu'une seule. Une seule string qui serait voilà ton fichier. Je lance ça, et j'ai une erreur. Alors ça, c'est pas terrible aussi. Même problème, on n'a pas vraiment d'infos sur... Ah, je suis toujours sur Gcommando en fait. Alors, non, je veux me mettre dans le projet Natural CLI. Et très bien. Voilà ton fichier. Voilà. Alors, the file tc password was successfully to blablabla, etc. On retrouve bien tous les paramètres qu'on a eu. Tout va bien. Dernière, voilà. Alors, il y en a une petite dernière que moi que j'aime bien, enfin qui me fait penser qu'on peut en... que ça n'a pas été développé pour la bonne raison, mais qui permet de faire bien des belles choses. C'est Claire. Alors, je sais pas trop comment se prononcer. Je crois que ça se prononce Claire. Parce que c'est censé être clair. À débattre. Donc voilà, on a toujours notre main, argument. On définit des options. Donc, qu'est-ce que les options? Alors, on voit qu'en fait, ces noms de fonctions sont un peu bizarres. Elles commencent par underscore i, underscore info. Et là, en fait, si on réfléchit bien, ça rappelle un peu l'idée de envoyer un paramètre comme ça, sous sa forme courte, ou envoyer un paramètre comme ça, sous sa forme longue. Ok? Même idée pour P, ça donne un peu l'impression de la forme courte avec, par exemple, voilà, hello world, on pourrait envoyer un paramètre comme ça, ou un paramètre comme ça. Contre crochet, je peux faire des espaces. Alors, on va tester. Donc, ça marche entièrement en réflexion. Et c'est tout contenu dans une seule classe. Donc, voilà, qui est un peu conséquente. Voilà, qui nous permet à distance, du coup, d'une certaine façon, de diriger directement les appels aux fonctions, à condition que ces fonctions répondent, leur nomenclature réponde aux commandes qu'on lui envoie. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une run configuration, pour bien se mettre dans le bon. Voilà. Alors, ce qu'on est dans. Donc, si on envoie juste i, comme on avait info, et some information. Parfait. Voilà. Donc, directement, on a appelé là-dessus. Et P, ou sa forme longue, print, hello, wow. Très bien. Voilà. Donc tout se passe en fait avec Claire, pardon, tout se passe en réflexion, tous ces appels se font en réflexion. Et ça me donne, je pense que c'est une librairie intéressante, mais pas forcément si utile que ça pour la ligne de commande. Je l'aime beaucoup, et je pense que c'est une librairie, un petit bout de code à garder en tête, à aller relire, à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre dessus, à apprendre, et beaucoup à prendre. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, alors, juste un petit tips Eclipse, par exemple, voilà.
Disons que dans Action, si je voulais mettre un point d'arrêt ici, très bien, et que je lance en run, alors, le nom est pas bon, hein, mais ça lance bien clearj dans le main. Voilà. Donc là, je m'arrête pas sur le point d'arrêt. C'est simplement parce que je suis en run. Dans ce cas-là, il faut faire des debugs. Hein. Voilà, même idée, debug, et là, je me mets bien dans le point d'arrêt. Vous êtes sûrement au courant. Ok. Bon, maintenant, on va regarder, le jar. Donc le jar, en fait, c'est l'exécutable. Enfin, du moins, il peut être exécutable. Pour générer les jars, même idée. Donc, alors, on a plusieurs possibilités. Soit on crée directement export en tant que jar. Non, c'est pas ce que je veux. Export, pardon, j'étais sur un portionnement. En tant que runnable jar. Voilà, on va mon jar. Et il faut bien intégrer toutes les librairies compilées dans un et un seul jar. En fait, pour que le jar soit exécutable, du moins pour qu'il s'exécute correctement, il a besoin de toutes les dépendances, toutes les classes doivent être intégrées dans un jar. Or, quand on utilise, et la plupart du temps, c'est le cas, par exemple, voilà, par exemple, JCommander, lui-même, il a besoin de sa propre librairie pour être exécuté. Donc il a besoin de toutes ces classes, toute cette logique, pour nous fournir ces utilitaires. Si je faisais un jar uniquement composé de ces deux classes compilées, ça marcherait pas parce que parameter, il sait pas ce que c'est. Voilà, parameter, ça vient de com, bust, jcommander. Donc il faut que cette classe, voilà, on voit bien qu'elle est ici, soit intégrée dans le jar. Donc la première façon de faire, c'est de le faire directement depuis Eclipse. Jar, voilà, on le met sur mon soft. Voilà, c'est pas ça. Je veux jcommander. Voilà. Ouais, en fait, il faut se créer. Très bien. Export en tant que jar. Ah oui, c'est une new configuration, c'est pour ça. Jar. Ah, j'y voyais rien. Voilà. Soft.jar, finish. Voilà. Important. Et où est-ce que je l'ai sauvé par contre? Martin. Alors, il faut aller chercher dans Martin. Ok. A priori, il se passe rien. Du moins, on le voit pas. Donc j'ai bien
bien un fichier ici. Donc si je fais un java.jar, donc c'est la ligne de commande qui me permet de lancer mon jar exécutable, mon soft.jar. Voilà. Il me dit, donc on a bien le... Comme on avait ici, hein, comme on avait dans la ligne de commande en Eclipse, on a bien la ligne de commande qui se lance directement ici. Voilà, donc là, il est en train de me dire qu'il me manque, des paramètres obligatoires qui sont file et srv. Donc je vais les spécifier. File, my file et srv, my srv. Voilà. Sending file, my file, to srv, my srv. Donc j'ai bien tout ça. Ok. Une autre façon de faire, d'enregistrer, enfin de packager de packager. Non, avant, on va regarder du coup la composition de ce jar qui a été fait. En fait, un jar, c'est simplement un fichier zip. Si on l'ouvre, voilà, on se rend compte en fait qu'on a à nouveau, on a bien toutes ces fonctions compilées. Alors, non seulement on les a, on a nos fonctions compilées, mais on a aussi toutes les dépendances là. Toutes les dépendances de classes avec les classes compilées. Ok. On a aussi un dossier meta-inf. Et ce meta-inf, il a un manifeste.mf. Si on l'ouvre, voilà, on se rend compte de ça. On spécifie la classe à exécuter, le point d'entrée de notre application. Donc le point d'entrée qu'on avait bien dans jcommander main. On va voir. Cette classe-ci, comme Doodle Prototype, c'est jcommander, notre classe main. Ensuite, par convention, on appelle cette fonction. Très bien. C'est intéressant à voir, ça, que c'est finalement juste un zip. Et toujours garder à l'esprit que toutes les classes et les dépendances de classes doivent être contenues dans un jar. Il y a une autre façon de faire qui est de lancer le jar et dynamiquement d'aller chercher d'autres jars à l'intérieur. Voilà, mais c'est notre histoire. Ok. Une autre façon de faire avec Maven pour donc imbriquer toutes ces classes et ces dépendances, c'est d'aller dans alors je retourne dans mon dossier, voilà, c'est Maven build simplement. Donc si on non pas du tout. C'est quoi déjà Maven. Bon, on va aller voir ma propre documentation. Ça. Ah, install, voilà. Clean, install. On aurait pu simplement faire le install. C'est pas build. Je confonds avec ant. Ok, donc là il est en train de me compiler tout ça. Très bien. Et maintenant je me retrouve avec des jars dans lequel, donc par exemple on va prendre le cas de jcommander, target. On a un fichier maintenant qui s'appelle jcommander1 jar with dependencies. Donc on voit la différence de taille, hein. On est à 62 kilooctets. Au lieu de nos deux classes simples qui font 4 kilooctets, normal, puisque là-dedans, en fait, on a toutes les dépendances aussi. Tous les jars, toutes les classes Java compilées
sont, sont dans ce jar exécutable. Très bien. Alors, important, quand on fait un jar et qu'on veut qu'il soit exécutable, si vous le faites depuis Eclipse, ça devrait aller. Si vous le faites depuis Maven, faut toujours bien vérifier, de toute façon ça ne marcherait pas autrement, que le manifeste .mf pointe bien vers la main class. Voilà. Sans ça, en fait, on pourra pas, enfin, une fois qu'on lance depuis la ligne de commande, on ne peut pas savoir quelle classe aller taper. Très bien. La suite, bah, c'est de revenir un peu sur ce qu'on avait là. Et on va lancer alors JCommando. On était sur JCommander tout à l'heure. Target. Target, on avait. Ah, il faut que je génère. J'ai besoin de mon jar qui va bien. Je suis juste fait un revert. Alors, même idée, Java moins jar, qui nous permet depuis Java de lancer un jar exécutable. JCommander. Alors, on va lancer celui sans dépendance, dans le premier temps, pour voir que ça marche pas. Ah, déjà, bah, voilà, il nous dit qu'il ne sait pas où commencer, parce qu'il manque le main class. Celui avec dépendance a bien le main class, donc voilà. Donc comme tout à l'heure, il nous dit qu'il manque file et srv. Je vais lancer my file. Ok. Donc ça marche. On va renommer ce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que finalement, c'est un peu délicat d'utiliser notre ligne de commande à chaque fois. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'il faut aller dans toute cette arborescence, open source, CLI, machin, JCommander, target, pour venir exécuter notre jar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le path, et on pourra l'appeler du coup directement de partout. Donc, on pourra faire comme par exemple ls, dans ce dossier, ls fonctionne très bien. Même idée, j'aimerais que mon soft, je puisse l'appeler comme ça. Ok, je me suis juste permis de couper là du coup pour agrandir un peu la police de caractères. Vous y verrez un peu mieux. Donc, l'idée, c'est qu'on va déplacer déjà ce jar alors, dans le path. Donc, il faut être un super utilisateur. C'est pour ça que je fais un sudo JCommander jar. Je vais le déplacer dans user bin. Ok. Oui, il faut que je fasse la commande move. Ok, donc maintenant si je me rends dans usr bin, je devrais avoir JCommander, voilà exactement. JCommander 1-jar-with dependencies. Ok. Maintenant je vais créer un shortcut. Je vais créer donc un fichier bash que j'appellerai mon soft. Ok. Alors, pour créer un fichier bash, il va commencer par
bash, me semble-t-il. SRV bash, on va vérifier. Bin bash, pardon. C'est un bin. Ok. Et d'ici, ce fichier bash va appeler le jar. Alors le jar s'appelle comme ça. Et il est dans je copie son URI. Voilà. Ensuite, les paramètres qui seront envoyés dans ce fichier bash, je veux les forwarder directement à mon jar. Alors, ça se fait en bash comme ça. Voilà. Donc tout ce qui sera ensuite, tout ce qui sera rajouté à mon soft, tous les paramètres seront directement redirigés vers mon jar. C'est exactement ce que je veux. Maintenant, on va rendre ce fichier exécutable. Mon soft. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je peux aller n'importe où. Si je lance mon soft, ça appelle directement mon script. Alors là, il manque quelques paramètres. Donc mon soft file, my file, servez mon serveur. Et voilà. Donc je peux lancer ce genre de script qui du coup exécute mon jar directement depuis mon serveur de partout, puisque ce fichier est dans le path. Et puisqu'on travaille sur du Java, je peux inclure mes jars perso, etc. Je peux réutiliser mon code et directement lancer des commandes sur mon serveur ou mon ordi perso, mon desktop, etc. Voilà, donc bah, ça touche à sa fin. C'était finalement assez long, je pense bien plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure. Je pense qu'on allait pas mal en détail. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je sais pas, je vous remercie. Voilà, n'hésitez pas à prendre cet exemple sur GitHub, à l'essayer. N'hésitez pas aussi à me suivre donc sur Twitter. Sur Google+, sur le channel YouTube. Et votez les vidéos, je répondrai à vos commentaires dans les commentaires des vidéos, etc. Voilà, à bientôt.